Bonjour à tous, merci Madame la Présidente de séance. Je suis donc Guillaume Andéol, je travaille à l'Institut de recherche biomédicale des armées, dans le département de neurosciences et sciences cognitives. Je voudrais commencer par remercier chaleureusement les organisateurs de cette conférence, qui donc m'ont invité pour parler d'audition spatiale, de localisation et de spatialisation. Je vous propose ce plan. Je commencerai par évoquer comment est-ce que le système auditif construit une représentation de l'espace. Parce que c'est vrai que contrairement à la vision, où l'espace, l'environnement est projeté directement au niveau de l'épithélium sensoriel, directement au niveau de la rétine, au niveau du système auditif, ce n'est pas le cas. L'audition doit reconstruire l'espace à partir d'une somme d'indices, jouer un peu à la bataille navale en quelque sorte. Donc je vous décrirai ces différents indices. Et également comment est-ce qu'ils peuvent être perturbés ou non chez le malentendant. J'aborderai ensuite la spatialisation, qui est une technologie qui vise à capturer l'ensemble de ces indices pour pouvoir recréer sous casque un espace auditif virtuel. Et comment est-ce que ça pourrait être intéressant pour le praticien. Et enfin, je finirai sur les notions d'effort d'écoute et comment la séparation spatiale, par exemple induite par la spatialisation, peut réduire l'effort d'écoute. Donc, concernant la construction de l'espace auditif, on part d'abord des indices statiques de localisation auditive. Pour la dimension gauche-droite, ils sont bien connus. Par exemple, si j'ai une source sonore qui se trouve à droite de moi, à droite du locuteur, elle va émettre un signal qui va parvenir plutôt à mon oreille droite qu'à mon oreille gauche, d'où une différence interorale de temps. Et depuis tout petit, j'ai appris à associer cette différence interorale à une position dans le plan horizontal. Je sais que pour les différences interorales nulles, la source sonore est devant moi, et pour des différences interorales maximales, en pratique de l'ordre de 700 microsecondes, la source est au niveau de l'axe interoral. Pour les différences interorales d'intensité, c'est le même principe. L'intensité du signal va être plus forte à droite qu'à gauche si la source sonore se trouve à droite. Et comme ça, je vais intégrer ces différences interorales pour attribuer un azimut à la source sonore. Mais par exemple, si je prends le cas d'une source sonore qui est pile devant moi, donc pile devant mon nez, donc différence interorale nulle, ces différences interorales, elles restent nulles que la source soit devant mon nez, soit au-dessus de moi, ou soit plus basse. Pareil, les différences interorales, je prends le cas du pile devant, elles sont nulles que l'objet soit pile devant moi ou pile derrière moi. Donc pour pouvoir désambiguiser la position de la source dans les dimensions au bas ou avant-arrière, on va utiliser un autre type d'indice qu'on appelle les indices spectraux, qui viennent du fait que notre anatomie, en particulier le relief tourmenté de notre oreille externe, va filtrer le signal sonore incident. Et ce filtre, il est directement dépendant de la position, de l'angle d'incidence de la source sonore. Et du fait de la taille de l'oreille externe, taille relativement petite, eh bien, l'effet de filtre de cette oreille externe est particulièrement visible au niveau des hautes fréquences. Par exemple, sur ce schéma, vous voyez que pour une source sonore qui est en dessous du niveau des oreilles, à moins 30 degrés, il y a comme ça une diminution de l'amplitude des fréquences autour de 6 kHz. Et au fur et à mesure que la source sonore remonte dans le plan vertical, eh bien on voit que cette encoche spectrale remonte également au niveau des fréquences, elle se dépasse vers des fréquences de plus en plus aiguës. Pour la distinction avant-arrière, c'est à peu près également la même technique qui s'applique. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que nous apprenons tout au long de notre vie, comme ça, à associer ces motifs spectraux avec des positions dans l'espace. Rien n'est conçu à l'origine, tout est acquis. Et une preuve de cet apprentissage continu tout le long de la vie,
a été apporté de manière très élégante par l'équipe de Van Opstal, qui a positionné donc des moulages au niveau du conduit auditif externe, enfin au niveau de la conque plutôt de l'oreille. Ces moulages donc ont modifié les indices spectraux, et en effet vous pouvez voir que entre l'oreille donc sans moulage et l'oreille avec moulage, on a une modification des indices spectraux. Dans cette étude, donc les gens ont ensuite mesuré les performances de localisation des gens avec moulage. Donc, ce qui est intéressant, c'est que au départ, donc vous avez une localisation ici qui est correcte. Le sujet commence à porter ses moulages. On voit une dégradation brutale des capacités de localisation. Et ensuite, le sujet a simplement pour consigne de continuer à déambuler. On reste sur un campus hollandais, de déambuler avec ces moulages sans trop y faire attention, et de revenir périodiquement au laboratoire pour qu'on puisse tester ses capacités de localisation. Et ce que les auteurs observent, c'est que naturellement, au fur et à mesure des jours, on va avoir une amélioration des performances de localisation qui deviennent comparables à celles observées sans les moulages. Et encore plus intéressant, c'est que le jour où on retire les moulages chez les individus, eh bien, ces performances sont de nouveau aussi bonnes que celles qu'il y avait avant de porter les moulages. Donc les auteurs ont conclu que les sujets avaient acquis une sorte de deuxième carte spatiale auditive et qui n'a pas détérioré la première, mais qui est quelque part superposée en plus de la première carte. Tout ça pour dire qu'en continu, tout au long de notre vie, nous avons une plasticité dans la relation entre les indices spectraux et les positions dans l'espace qu'ils désignent. Lorsqu'on parle maintenant des indices dynamiques, en effet, nous sommes toujours en train d'évoluer, toujours en train de bouger notre tête lorsque nous entendons des sources, lorsque nous cherchons à les localiser. Ces indices dynamiques, ils sont particulièrement utiles pour différencier les positions avant-arrière des sources sonores. Là, par exemple, sur le schéma en bas, donc j'ai deux sources sonores qui sont donc symétriques par rapport à l'axe interoral. Et vous voyez que ces deux sources sonores produisent des différences interorales identiques. Donc, si je me base uniquement sur les différences interorales, je ne peux pas dire si la source est devant moi ou derrière moi. En revanche, si je bouge ma tête et que je me rapproche de la source sonore A, en bougeant vers la droite, eh bien, les différences interorales diminuent et vont jusqu'à s'annuler lorsque je serai en face. Mais inversement, pour la source sonore qui est derrière moi, ces différences interorales augmentent jusqu'à devenir maximales. Et cette information qui est diminution ou accroissement des différences interorales, c'est un indice très simple, un indice binaire, donc qui est facilement perceptible par notre système auditif pour désambiguiser la position avant-arrière de la source sonore sans faire appel aux indices spectraux. Et vous verrez par la suite que c'est utile dans certaines conditions. Parce que lorsqu'on s'intéresse donc aux indices chez le malentendant, donc on va commencer par les indices binauraux. Là, vous avez sur le schéma au-dessus donc la distribution des performances de localisation chez des normaux-entendants et chez des malentendants sur donc une mesure qui reflète le traitement des indices binauraux. Vous pouvez voir d'emblée que finalement, même si on imagine que la moyenne des malentendants est légèrement supérieure à celle des normaux-entendants, il y a quand même une superposition évidente des deux populations. Finalement, il y a énormément de malentendants qui performent au moins aussi bien que les normaux-entendants. Donc on a tendance à dire que la perte auditive a un impact modéré sur la localisation dans la dimension gauche-droite. De plus, cet impact, il est que très modérément lié à la perte auditive en tant que telle. Sur ce graphique-là, vous avez la relation entre la perte auditive et la performance de localisation, donc l'écart angulaire entre la cible que vous pointez dans le plan horizontal et la position réelle de la source. Et vous voyez que la relation est modérée. Il y a des gens avec des pertes auditives majeures, autour de 60 dB en moyenne, qui localisent aussi bien que ceux qui ont des pertes auditives beaucoup plus modérées. En revanche, si on s'intéresse à la capacité à distinguer donc les sources avant de arrière,
Là, c'est une autre histoire. Donc, comme je vous l'ai dit, ça repose sur les indices spectraux, lorsque le fusée ne bouge pas la tête. Ici, vous avez donc un schéma avec en X la position de la source, en Y la position de la réponse, donc la performance idéale est au niveau des diagonales. Au-dessus, donc vous avez les normaux-entendants, en dessous les malentendants, et vous pouvez voir que les malentendants ont quelquefois tendance à répondre une position symétriquement opposée par rapport à la position réelle de la source. Donc là, on est pile dans un cas d'inversion d'hémisphère avant-arrière. On dit que la source est devant alors qu'elle se trouve derrière. Parce que justement, on a accès qu'aux indices spectraux, comme je vous l'ai dit, au niveau des hautes fréquences. Et dans un cas de perte auditive au niveau de ces hautes fréquences, eh bien, on aurait de plus grandes difficultés à extraire ces indices spectraux. Mais si dans la même expérience, donc on demande au sujet de bouger la tête, si on leur demande de bouger la tête pendant l'écoute du son, eh bien c'est très intéressant. On peut voir que chez les normaux-entendants, les performances s'améliorent avec les mouvements de la tête, mais déjà la performance était déjà relativement bonne, hein, un faible pourcentage de confusion avant-arrière, mais il diminue encore lorsqu'on bouge la tête. Et chez les malentendants, là la décroissance est vraiment majeure et elle arrive jusqu'au niveau de la performance des normaux-entendants, dès lors que le mouvement de la tête excède les 30 degrés. Donc là, on voit comment est-ce que les indices dynamiques peuvent venir au secours de l'auditeur et compenser les altérations des indices spectraux. Je vais quand même vous parler des indices spectraux chez les personnes malentendantes, et en particulier chez les personnes qui ont un peu d'âge, parce qu'il a été mis en évidence une relation intéressante entre la taille des oreilles et les performances de localisation. Vous pouvez voir par exemple que sur ces trois types d'oreilles, donc des oreilles petites, moyennes et grandes, on a un emplacement des indices spectraux qui varie. Pour les petites oreilles, on a des indices spectraux qui sont présents dans les très hautes fréquences, et au fur et à mesure que l'oreille grandit, si l'oreille grandit, elle va interagir avec des longueurs d'onde plus grandes, et donc avec des fréquences plus basses. Et en effet, les indices spectraux ont tendance à se diriger vers les plus basses fréquences pour des oreilles plus grandes. Et si on compare maintenant la taille en fonction de la performance, eh bien, on se rend compte que pour la dimension au bas, on a vraiment une corrélation assez belle entre la taille de l'oreille et la performance de localisation chez des sujets qui ont des pertes auditives modérées. Alors bien sûr, chez ceux qui ont des pertes auditives trop importantes, on n'a pas cette relation, ils perdent leur capacité totale, mais pour les autres, on a cette relation qui est assez belle. Et au passage, on retrouve l'absence d'impact de la perte auditive dans la dimension gauche-droite, et on voit ici que, y compris les sujets avec une perte auditive majeure, localisent aussi bien dans la dimension gauche-droite que ceux avec une audition normale. Et ça tombe bien, cette histoire de la taille des oreilles en fonction donc des indices spectraux. Donc au plus la taille des oreilles augmente, au plus les indices spectraux vont vers les basses fréquences, parce que vous savez sans doute que la taille des oreilles a tendance à augmenter avec l'âge. Là, vous pouvez voir que sur cette travail d'artiste, chez les mêmes individus, donc pris en photo à des âges extrêmes, enfin différents âges de leur vie, de manière assez nette, on voit que la taille des oreilles a tendance à augmenter. Donc la taille des oreilles augmente et en quelque sorte et compense la perte au niveau des hautes fréquences pour les aspects liés à la localisation. Si on s'intéresse maintenant à la localisation avec prothèse, on ne serait pas surpris d'apprendre que dans les différents articles qui portent sur ce sujet, qui sont dans la revue ici de Akerod et Whitmer de 2016, ils observent que globalement, sans doute à cause d'un effet plancher, il y a peu d'effets des prothèses sur l'amélioration de la capacité à localiser, parce qu'elle est déjà bonne, y compris avec la perte auditive. En revanche, les prothèses peuvent dans certains cas produire une distorsion des indices spectraux, et ils observent, en particulier lors des premiers jours de port, une augmentation des confusions avant-arrière
chez certains sujets. Ici, par exemple, lors de la mise en place des prothèses, qui a tendance ensuite à diminuer au fur et à mesure qu'elles sont portées au fil des jours. Maintenant, je vais aborder donc la technologie de spatialisation. Comme je vous l'ai dit, on peut capturer ces indices, on peut capturer les indices binauraux, les indices spectraux, les indices dynamiques avec cette technologie de spatialisation. On fait ce qu'on appelle une mesure de fonction de transfert liée à la tête. En pratique, on va poser un microphone au niveau de l'entrée du conduit auditif externe et on va placer une source sonore à proximité du sujet. Par exemple, ici. La source sonore donc, émet un signal, on recueille ce signal au niveau du microphone. Donc, ce signal a été modifié par l'anatomie du sujet. Il y a eu introduction des indices spectraux qu'on capture avec ce microphone. Et en déplaçant la source sonore tout autour du sujet, on peut capturer ainsi l'empreinte acoustique en quelque sorte des différentes positions spatiales et on peut donc encoder, avoir une base de données qui, pour chaque position, nous donne les indices spectraux qui correspondent à la position en question. Alors là, c'est une petite vidéo, j'espère que ça va fonctionner. Une petite vidéo voilà, qui montre comment en pratique, dans notre laboratoire, on mesure ces fonctions de transfert. Donc on voit la source qui peut se déplacer tout autour du sujet, donc depuis sous le sujet ici comme tout en haut, ce qui nous permet de capturer les indices de localisation pour toutes les sources et d'avoir ainsi une cartographie complète de l'espace auditif d'un sujet donné. L'intérêt, c'est qu'une fois qu'on a cette cartographie, eh bien, on peut l'appliquer pour spatialiser un son. La grande différence entre un son qui est spatialisé versus un son qui est présenté en stéréophonie, c'est qu'en stéréo, vous avez donc un son qui peut être latéralisé, plus proche d'une oreille que d'une autre, mais qui reste internalisé dans votre tête en quelque sorte. Tandis qu'avec la spatialisation, vous avez vraiment l'illusion que le son provient d'une source sonore ponctuelle que vous pouvez désigner avec précision dans votre espace proche. Ça, c'est en particulier grâce au rendu des indices spectraux que permet cette technologie. En pratique, on l'utilise d'abord pour ce qu'on appelle les interfaces humain-système et en particulier en aéronautique. L'idée, c'est d'une part de pouvoir, par exemple, orienter la réaction d'un pilote en fonction d'un danger. Par exemple, on lui indique la provenance d'un danger en faisant sonner une alarme qu'il entend comme provenant d'une source de son environnement proche. Donc, il peut ainsi produire une réaction appropriée. Et on utilise également cette technologie pour associer des positions spatiales avec des canaux radio de façon à faciliter l'intelligibilité des communications. On peut aussi se servir de cette technologie pour d'autres choses. Par exemple, pour le projet Trouve, où on avait testé donc, la spatialisation pour guider des patients atteints de déficits cognitifs vers des objets perdus sur le lieu de vie pour qu'ils puissent comme ça retrouver eux-mêmes des objets perdus comme des lunettes ou autre chose. Le problème, c'est que cette technologie de spatialisation, elle a quand même quelques limites. Comme je vous dis, l'idée, c'est de capturer les indices spectraux. Or, ces indices spectraux, eh bien, ils sont directement dépendants de la forme des oreilles. Et donc, théoriquement, il faudrait que chacun puisse avoir une mesure propre de ces indices spectraux avec les moyens que je vous ai montrés précédemment pour pouvoir utiliser proprement cette technique. Ce qui n'est généralement pas le cas. Et pour pouvoir l'utiliser chez tout un chacun, on a tendance à mesurer les indices avec une tête artificielle. Et donc du coup, ça revient un peu à écouter au travers des oreilles de quelqu'un d'autre. Mais il faut reconnaître quand même que les effets sont limités globalement à la dimension bas. Globalement, en utilisant des fonctions de transfert mesurées sur tête artificielle, eh bien, vous avez l'illusion d'externalisation qui persiste. Donc c'est vraiment l'illusion qu'il y a une source sonore dans votre espace. Vous pouvez la pointer avec une relative précision dans la dimension gauche-droite. Vous pouvez dire, voilà, elle se trouve ici, elle se trouve là. Par contre,
vous avez une imprécision dans le plan vertical. Mais si on se limite, par exemple dans le cas des sujets avec déficit cognitif, on s'était limité au plan horizontal, dans ce cas-là, il n'avait aucun problème pour être guidé par une source sonore spatialisée. La seconde limite, c'est qu'il faut quelquefois, si on veut avoir un résultat optimal, entraîner les sujets pour localiser correctement la source sonore, y compris avec leur propre fonction de transfert, avec leur propre mesure. Mais là, c'est si on se place dans un cas où c'est vraiment indispensable d'avoir une localisation très bonne, y compris dans le plan vertical, y compris dans la dimension au bas, comme par exemple pour un pilote. Je vous ai montré l'application précédente. Récemment, très récemment, il a été proposé que cette technique puisse être utilisée par le praticien pour mesurer les capacités de localisation, la perception de l'espace auditif chez son patient. Donc l'intérêt immédiat, c'est que la spatialisation, mais il suffit d'un casque finalement, donc elle peut être utilisable sans installation particulière. L'inconvénient, c'est qu'on a cette perte liée cette imprécision liée au fait qu'on n'a pas de mesure personnalisée chez le sujet. Mais si on regarde concrètement ce qui se passe, ce qu'on observe au point de vue des données, donc là sur ce graphique, vous avez la performance de localisation qui serait mesurée avec des sources réelles, donc un cas idéal. Et sur l'axe des ordonnées, vous avez les capacités de localisation mesurées avec des sources sonores virtuelles, donc avec la spatialisation. Pardon. Vous avez en blanc les normaux-entendants et en noir les sujets avec une audition altérée. Ce que mettent en avant les auteurs, c'est que si vous tracez une ligne qui correspond à une valeur 2 écarts types au-delà de la normale, au-delà de la moyenne des sujets normaux-entendants, en termes de performance avec des sources sonores spatialisées, et que vous faites la même chose avec des sources sonores réelles, vous avez une certaine cohérence entre les deux. Donc même si vous ne pouvez pas mesurer avec précision la performance du sujet, vous pouvez au moins, a priori, ce que mettent en avant ces auteurs, détecter une anomalie dans la perception spatiale du patient. Donc pour eux, cette technique peut être tout à fait utilisée par le praticien, non pas pour quantifier avec précision un problème de perception spatiale, mais au moins pour le détecter. Voilà. Une autre utilité de cette technologie, c'est de pouvoir jouer sur l'effort d'écoute, pouvoir expérimenter, pouvoir acquérir des données sur l'effort d'écoute. Comment est-ce que l'effort d'écoute peut être modifié par la façon dont on présente spatialement les signaux auditifs. Donc là, je vais reprendre le petit graphique au niveau du pilote, le pilote d'hélicoptère. Le fait de pouvoir associer une position dans l'espace avec un canal radio, par exemple entre l'autre hélicoptère et les troupes au sol, eh bien, dès que quelqu'un lui parle, vu qu'il sait d'où est-ce qu'on lui parle, il sait qui est-ce qui lui parle. Et ça permet d'avoir tout de suite une représentation plus efficace de sa situation. Et au cas où les deux canaux parlent en même temps, eh bien, il peut, en se concentrant sur la position qu'il souhaite, améliorer l'intelligibilité du canal en question, jouer sur ce qu'on appelle le démasquage spatial, juste avec une focalisation attentionnelle, sans avoir à jouer avec le niveau sonore des communications, comme il était obligé de le faire jusqu'à maintenant. Donc la séparation spatiale en elle-même, elle va améliorer l'intelligibilité du locuteur, surtout en présence d'un autre locuteur. La question qui s'est posée dans ce contexte aéronautique, c'était de savoir est-ce qu'il y avait un effet sur l'effort d'écoute. Parce que si le gain d'intelligibilité se fait au prix d'une charge mentale supérieure, eh bien, ça peut avoir des impacts en termes de sécurité des vols. Donc, on a réalisé une mesure expérimentale où on avait donc deux conditions. Globalement, une condition où on avait donc la cible, le locuteur cible et le locuteur masqueur séparés spécialement avec la spatialisation, et une autre condition où ils étaient colocalisés. Et on a testé ça
pour différents rapports sur bruit entre la cible et le masque, pour pouvoir appréhender les effets liés aux indices de niveau. Parce que c'est vrai que même lorsqu'une source une source cible est présentée à un niveau beaucoup plus faible qu'un masqueur, cette différence de niveau entre le masqueur et la cible peut en elle-même être un indice pour ségréguer les deux locuteurs. Ce qu'on a observé, donc on a mesuré l'effort d'écoute avec une technique d'imagerie qui consiste à mesurer avec une technique optique l'oxygénation des zones cérébrales, jouer un peu comme ce qui se passe en IRM fonctionnel. Donc on a une mesure de l'activité des aires cérébrales et on va comparer donc des différentes conditions. Vous avez donc au-dessus l'effet de la séparation spatiale sur l'intelligibilité. Donc on voit tout de suite que lorsqu'on sépare les sources ici en gris, quel que soit le rapport signal sur bruit, on va augmenter la performance. Et en termes d'effort d'écoute, donc mesuré avec cette technique, on observe qu'on n'a pas d'augmentation de l'effort d'écoute, y compris lorsqu'on sépare spécialement les sources, et on a même une diminution de l'effort d'écoute lorsque les sources sonores sont de niveaux proches, donc lorsqu'on n'a pas d'indices liés au niveau pour les différencier. Donc ces données ont été recueillies à l'aide d'une technique qui s'appelle la spectroscopie en proche infrarouge. On a voulu reproduire cette expérimentation avec une autre mesure de l'effort d'écoute qui repose, elle, sur la pupillométrie. Donc c'est une collaboration avec Annie Moulin du Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Donc Annie utilise cette technique de dilatation pupillaire pour avoir une idée de l'effort mental du sujet. En clair, au plus la pupille est dilatée, au plus le sujet met en jeu un effort important. Donc les données ont été recueillies dans les mêmes conditions que lors de la précédente expérience. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des patterns comparables, d'une part au niveau de l'intelligibilité, que du niveau de l'effort d'écoute, cette fois-ci mesuré avec une technique différente, en l'occurrence la pupillométrie. D'autres se sont intéressés à la séparation spatiale, enfin l'effet de la séparation spatiale sur l'effort d'écoute chez le malentendant, avec d'autres données assez intéressantes. Dans cette expérience, donc il y avait quatre conditions expérimentales, donc sans les indices, avec donc des indices liés à la séparation spatiale entre la cible et les voix masquantes. Une autre condition où la voix cible était donc une voix de femme et les autres voix masquantes une voix d'homme. Donc il y avait un indice lié aux différences de genre entre les voix, qui est un indice en lui-même puissant pour ségréguer les flux de parole. Et une dernière condition où il y avait à la fois les indices liés au genre et les indices liés à la séparation spatiale. Ce qu'observent ces auteurs, c'est que dans la condition où on va avoir les deux types d'indices, par exemple si on prend la condition où on a les indices liés aux différences de genre dans la voix et qu'on rajoute en plus les indices spatiaux, on ne va pas gagner en performance, vous voyez que la performance est identique, par contre on va réduire encore l'effort d'écoute. Et en particulier chez les malentendants qui sont ici représentés en noir par rapport aux normaux-entendants représentés en blanc. Donc à intelligibilité constante, le fait de rajouter les indices spatiaux va permettre d'avoir une réduction supplémentaire de l'effort d'écoute. Et avec d'autres conditions expérimentales, ce type de résultat a été confirmé par une étude encore plus récente de Reiniz et Kidd. Là, en l'occurrence, il présentait donc une source sonore spatialisée émettant un flux de parole et un bruit large bande spatialisé également pour différentes conditions expérimentales. Et ce qu'ils observent, c'est que assez rapidement, donc on a un plafond de la performance en termes d'intelligibilité, mais lorsqu'on atteint ce plafond, le fait de rajouter donc la séparation spatiale permet de gagner en effort d'écoute, alors qu'on a déjà une intelligibilité maximale. Donc c'est intéressant de voir comment est-ce que les deux mesures
sont complémentaires l'une de l'autre, et comment, si on se concentre uniquement sur l'intelligibilité, on loupe en quelque sorte quelque chose. Il est intéressant également d'aborder cette notion d'effort d'écoute. Donc en conclusion, je dirais que d'une part, ce qu'on peut retenir de cette présentation, c'est que l'effet relativement très modéré de la perte auditive sur la localisation dans la dimension gauche-droite. Ce qui est intéressant également, c'est de voir comment est-ce que lorsque on demande au sujet de bouger la tête, on peut avoir des performances quasiment identiques au sujet normand entendant. Donc l'idée de pouvoir exploiter à fond les indices dynamiques pour essayer de diminuer les problèmes d'audition spatiale chez le malentendant, et comment est-ce que cette séparation spatiale permet d'améliorer l'effort d'écoute, même si l'intelligibilité est déjà optimale. Pour les personnes intéressées, j'ai listé les quelques références de cette présentation. Voilà, je vous remercie pour votre attention.